Je vais présenter les gens que nous allons entendre ce soir. D'abord, on va entendre la révérende Jody Sparker des Baptistes de l'Ouest du Canada, fondatrice et principale formatrice à Healing of the Wounded Place, et aussi Shannon Perez de la Première Nation Daisy Dene, mobilisatrice pour la Commission Vérité et Réconciliation. C'est Shannon et Jody qui vont commencer la soirée. Alors, je leur cède la parole. Bonjour, je m'appelle Shannon Perez. Je suis d'Année. Je vis à Winnipeg, du territoire Cree, Oji-Cree, Dakota et Anishinaabe. Bienvenue, je m'appelle Jody Sparker. Mes arrière-grands-parents étaient des colons. Mes arrière-grands-parents sont venus d'Allemagne, de Suède et de Finlande. Je vous joins de la côte ouest sur le territoire non cédé qu'on appelle Vancouver, mais c'est le territoire Squamish et de deux autres nations. Nous sommes très heureux d'être là. Si vous vous joignez maintenant, on aimerait prendre une minute pour reconnaître, on vous invite à reconnaître le territoire sur lequel vous vous trouvez dans la boîte de clavardage. Pour se préparer à écouter les panélistes ce soir, on voulait vous inviter à vous mettre dans un état de prière et dialogue sur la Déclaration des Nations unies au sujet des droits des peuples autochtones. Pour commencer, je vous invite à tous et à toutes à prendre une profonde respiration. Et ensuite, voyez si vous pouvez sentir le battement de votre cœur. Je vous invite à tambouriner sur votre poitrine ou sur une autre partie de votre corps le rythme de votre cœur. Et en le faisant, je vous invite, dans la présence de Dieu le Créateur, de penser aux gens dont les droits humains ne sont pas observés ni respectés et de faire écho à leur battement de cœur avec le vôtre. Commençons la prière. Créateur, nous vous remercions pour cette journée. Nous sommes reconnaissants pour nos alliés, nos amis et nos partisans aujourd'hui. Nous comprenons que nous avons tous des droits inhérents comme humains. Nous comprenons tous à quel point il est important de mettre en application le projet de loi C-15. Grand Esprit, donnez-nous le courage, la force, l'humilité et l'amour en travaillant ensemble dans ce monde en constante évolution marqué par la pandémie pour créer des communautés vibrantes dans tout le Canada. Le chef Joseph Dieudonné soutient les droits humains de penser pour soi-même, de voyager où l'on veut. Unissons nos efforts pour mettre en application des lois nous permettant de respecter la déclaration. Grand Esprit, Créateur, donnez-nous la résilience et la force de mettre en application le projet de loi C-15. Nous rejetons le mythe de colonisation qui masque la violence dont sont victimes les Autochtones, violence perpétrée par les États, les Églises, les institutions et les individus. Nous rejetons le principe de la suprématie blanche qui sert à préserver le statu quo et qui nous empêche d'avoir la justice. Dieu, pardonnez-nous nos péchés et ne nous faites pas succomber à la tentation. Créateur, nous souhaitons la santé à tous ceux qui luttent contre la COVID-19. Nous pensons aux familles des femmes assassinées et disparues. Nous prions pour la guérison et l'épanouissement des familles autochtones en changeant les systèmes coloniaux qui continuent de détruire les familles autochtones. Quand nous avons peur, quand nous sommes inquiets dans cette démarche,
Donne-nous la force de poursuivre notre combat. Si vos yeux ne sont pas ouverts, je vous invite à les rouvrir. Et pour cette dernière partie de notre prière commune, je vous invite à prier avec nous de façon incarnée. Shannon utilise le bol de sauge en notre nom à tous. Créateur, ouvrez nos yeux. Placez vos mains sur vos yeux, s'il vous plaît. Ouvrez nos oreilles. Ouvrez nos cœurs. Ayant entendu les choses que nous avons devant nous, ouvrez nos bouches pour témoigner de ce que nous avons entendu. Animez notre corps au complet, de la tête aux pieds, et placez-nous sur la voie d'une démarche commune et bienfaisante. Au nom de Jésus, celui qui ouvre la voie. Amen. Thank you to Jody. Merci Jody, merci Shannon de nous avoir mis sur la bonne voie pour nous permettre de partir du bon pied. Nous allons donc commencer la rencontre. Pour ceux d'entre vous qui venaient de vous joindre à nous, je tiens à vous dire que nous avons de l'interprétation vers le français et nous avons aussi, je voulais le faire savoir parce qu'il y en avait plus de 1000 inscriptions. Nous avons choisi de ne pas ouvrir la boîte de clavardage à tout le monde parce que franchement, on ne pourra pas suivre ce qui se passerait, ce qui s'échangerait entre 1000 personnes. Je vais donc commencer. Je ne sais pas si le chef Little Child est arrivé ou non. Je me croise les doigts. Mais nous allons commencer de toute façon. Nous avons, enfin, c'est un grand honneur pour moi de présenter nos conférenciers de ce soir. J'espère que le troisième conférencier sera arrivé d'ici à ce que je sois prête à le présenter. Donc, l'activité de ce soir est organisée par un groupe écuménique qui s'appelle Foi Déclaration, qui rassemble toutes sortes de maisons religieuses et d'organisations canadiennes travaillant ensemble pour soutenir la mise en œuvre de la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones. Certains d'entre nous avons travaillé ensemble sur le projet de loi C-262 et maintenant nous travaillons pour soutenir le projet de loi C-15. Nous avons un site web, je crois que le lien est annoncé, c'est faithindedeclaration.ca. On a des ressources éducatives au sujet de la déclaration et du projet de loi C-15. Alors, c'est nous qui vous invitons ce soir. C'est un grand honneur pour moi de présenter nos conférenciers ce soir. D'abord, l'honorable Murray Sinclair, Madame Murray Wilson, et j'espère que d'ici quelques minutes, nous aurons aussi avec nous le chef Wilton Littlechild. Je vais commencer par donner une très brève biographie de chacun, mais je suis sûr que ces invités n'ont pas besoin de présentation, mais je vais quand même résumer un petit peu leur parcours avant qu'on commence. L'honorable Murray Sinclair est un Anishinaabe et membre de la Première Nation de Peguis et il est chef au 4e degré de la Midewewin Society, une société traditionnelle de guérison et de spiritualité de la nation Anishinaabe qui a pour mandat de protéger les enseignements, les cérémonies, les lois et l'histoire des Anishinaabe. Diplômé en droit en 1979, il fut le premier juge autochtone nommé au Manitoba et le deuxième au Canada. Après avoir été commissaire en chef de la Commission de vérité et réconciliation sur les pensionnats indiens du Canada, il a pris sa retraite de la magistrature et il a été nommé au Sénat en 2016. Et il a pris sa retraite du Sénat au début de l'année et vient tout juste, je crois que c'était la semaine dernière, nommé comme nouveau chancelier de l'Université Queen's en Ontario. Madame Mary Wilson a été commissaire de la Commission de vérité et réconciliation aussi. C'est une journaliste primée. Elle a été formatrice, cadre supérieur fédéral et territorial. Elle a enseigné au secondaire en Afrique. Elle a été professeure d'université et aussi experte conseil. Elle est
bilingue en français et en anglais, et c'est une conférencière célèbre. Elle parle des succès et des défis de la réconciliation. Je dois dire que Marie m'a donné un enseignement magnifique il y a quelques années. Elle ne s'en rappelle peut-être pas. J'étais avec Roméo Saganache et elle. Nous parlions du rôle que l'ignorance joue dans le racisme. Et le troisième invité, c'est le chef Wilton Willie Littlechild, qui était un avocat écrit, ancien député du fédéral. C'est aussi l'ex-rapporteur du Forum des Nations unies sur les questions autochtones et ex-président du mécanisme d'experts des Nations unies sur les droits des Autochtones. Il est allé aux Nations unies au début des années 70 et il était un leader du mouvement autochtone international depuis des décennies. Récemment, il siège à un comité directeur de l'UNESCO pour l'année internationale des langues autochtones. En plus de son travail international, il a aussi présidé la commission de justice de la Saskatchewan, chef régional de l'Alberta, ainsi que commissaire à la commission de vérité et réconciliation. C'est un grand sportif aussi pendant toute sa vie. Il a fait du rodéo, du hockey. Alors, bienvenue au commissaire. Nous sommes heureux que vous soyez avec nous ce soir. On a été très actifs, beaucoup d'entre nous, pour appuyer le projet de loi d'initiative privée de Roméo Saganache et maintenant, nous voulons appuyer le projet de loi C15 et je crois que nous allons commencer notre échange et espérons-le, le chef Littlechild arrivera bientôt. Je lui ai déjà parlé aujourd'hui, donc je crois qu'il a peut-être été retenu. Ah, je crois qu'il arrive. Jonathan, n'oubliez pas d'allumer son micro. Il s'appelle Wilton iPad. Alors ça, c'est une entrée remarquée. Hein? Nous, on est tellement habitués qu'on ne fait même plus attention. Oui, je suis sûr que ses collègues ont toutes sortes d'anecdotes à raconter à ce sujet. Chef Littlechild, est-ce que vous êtes là? À l'occasion, on l'a déjà vu arriver à cheval à une de ces réunions. Nous voulions publier un livre intitulé « Où est Willie ?» Je ne vous parlerai pas du jour où il s'est perdu dans l'Empress Hotel en Colombie-Britannique. Est-ce qu'il est là? Oui, il est là. Il faut simplement qu'il allume son micro. Alors, allumez votre micro, Willie. Et ensuite, on va vous mettre en valeur. J'ai déjà lu votre bio, vous ne savez pas ce que j'ai dit, mais je n'ai dit que de bonnes choses, rassurez-vous, contrairement à ce que nous avons dit. Ah, le voilà. J'ai remarqué que vous avez répété 2 fois la même chose. Est-ce qu'on pourrait voir le iPad de Wilton? Très bien. On ne va pas échanger des anecdotes au sujet de se perdre dans les hôtels et d'arriver à d'autres chevals, mais comme c'est virtuel, il n'avait pas le choix d'arriver à cheval, mais je peux très bien l'imaginer. Merci beaucoup. Bienvenue à nos 3 commissaires. Nous sommes extrêmement honorés que vous ayez accepté notre invitation. Cela nous fait un grand plaisir de vous voir. Et je crois que je parle au nom de tous les participants, des centaines de personnes qui nous regardent, que tous les 3, vous nous avez tous inspirés. Et c'est un honneur immense de vous recevoir. Nous espérons, enfin, on ne voulait pas que ce soit un webinaire magistral, on voulait plutôt un dialogue entre les commissaires. Donc, on aimerait savoir de la part de chacun d'entre vous ce que vous pensez des relations
entre la Commission Vérité et Réconciliation et la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, et surtout dans la conjoncture actuelle avec le projet de loi C-15. Si, pour les gens qui ne suivent pas le calendrier parlementaire, nous sommes à la veille du passage du projet de loi C-15 de la Chambre des communes vers le Sénat. Ça n'a pas commencé, même si le Sénat a commencé une étude préliminaire du projet de loi. Je crois que l'étude préliminaire va commencer cette semaine, donc nous aimerions beaucoup savoir ce que, si d'après vous, le projet de loi C-15 est une prolongation de votre travail qui a commencé avec la Commission Vérité et Réconciliation et pourquoi cette déclaration des Nations Unies est si importante. Même si c'est le dernier arrivé, Chief Little Child, c'est le membre de notre équipe ce soir qui s'occupe depuis le plus longtemps de la Déclaration des Nations Unies. Si ça vous convient, Willie, je vous inviterai à commencer, mais évidemment, c'est à votre loisir. Oui, je peux commencer. Très bien, alors à vous la parole. Merci. Est-ce que vous arrivez à bien m'entendre? Oui, on vous entend. OK, thank you. Merci. Little Child parle dans sa langue. C'est avec beaucoup de gratitude que je vous salue tous et tous en cri et que je remercie le Grand Esprit ou Dieu, quel que soit le nom que vous donnez à notre Créateur, pour cette bénédiction qu'est notre rencontre. Je vais vous présenter mon nom cri, le loup qui marche, qui est avec mes collègues. C'est ces collègues qui sont devenus mon frère et ma sœur. Souvent, je parle de marcher le long d'une voie ferrée pour décrire le mandat que nous a donné le tribunal et comment nous avons pu être à la hauteur du défi de révéler la vérité au sujet des pensionnats autochtones. Nous avons été guidés sagement par des guides spirituels pendant notre démarche pour recevoir 7000 témoignages. Quels étaient les points communs, les thèmes qui ressortaient des 7 enseignements sacrés? Pourquoi avons-nous décidé très tôt de chercher les enfants disparus dont on entendait parler? Même si j'ai passé 14 ans dans 3 pensionnats, à quel point est-ce que je peux me dire, j'ai entendu les 2 côtés de la médaille. Pour avoir vécu cette expérience, oui, c'est la vérité, je peux le dire. Mais maintenant, quoi faire? Vu la portée limitée de notre mandat et pour respecter la dignité et l'honneur des témoins, il était difficile de passer de la vérité à la réconciliation. Ce que nous avons entendu, et ce que j'ai entendu moi en particulier, c'est qu'il y avait des éléments importants de l'histoire qu'il fallait affronter pour trouver une voie vers la réconciliation. Oui, d'ailleurs, qu'est-ce que la réconciliation? À quoi ça ressemble? Comment la ressentir? Nous avons pris ces 7000 témoignages et j'utilise une moyenne pour éclairer et décrire la réconciliation. Et nous nous sommes demandé quels sont les 10 principaux enseignements que nous pouvons en tirer, les 10 principes
de la réconciliation. So throughout this journey, Dans toute cette démarche qui a duré 6 ans et demi, je dirais que kind of like a river. c'est comme une rivière, hein? We started back On a commencé in 1923 searching for human rights en to be a 1923 à revendiquer 1948. des droits de la personne pour les Autochtones. En 1948, on a adopté la Déclaration universelle des droits de la personne. It was not only until Ce n'est 1974 qu'en 1974 started que les gens ont commencé how come à se demander our relationship, pourquoi nos relations, continued relationship, telles que is définies being par les violated traités, on a daily basis. sont violées tous les So jours. my elders Mes anciens asked me m'ont demandé if I would go to the si je international serais arena prêt à aller and sur la scène expose internationale pour essayer what was going on. de révéler ce qui se passait au Canada. So now, Maintenant, after 27 years après 27 ans aux Nations waiting on Unies, the declaration, dont 14 ans only sur to la have it déclaration, denied by Canada, et que le Canada a another refusé 12 years d'entériner, et ensuite 12 ans de we could get plus an endorsement and acceptance pour que of Canada. notre pays And then accepte cette finally, déclaration. Et enfin, the adoption finalement, without qualification. l'adoption sans But all through réserve. that Mais river, pendant of course, like any river, toute when you hit a rough spot, cette navigation, quand just the water seems to just keep on going. a des So passages we did that. difficiles, l'eau continue de Now, couler. personally, Nous avons I continué. see, yes, this is Maintenant, a continuation. oui, je vois que c'est la In poursuite de cette démarche. C-15, Le projet de loi C-15, few rocks here and there. Before bon, on that, a rencontré des rochers rocks and 5 other et le projet de loi 262 aussi s'est échoué, mais nous voilà ici aujourd'hui, à la veille this de long journey coming la fin for de ce long voyage, alors que le projet de loi est enfin soumis au Sénat, those words soon en espérant entendre très bientôt acceptance les mots by the confirmant Senate and the House of que Commons. cette déclaration est acceptée à la fois par le Sénat et par la It was a Chambre des long communes. river, it's a long Ça a journey, été a un lot long of voyage, il y a eu beaucoup de But I think, passages difficiles, there is that mais je connection crois back from when it started in 1923 qu'on est, tonight. il y a un fil continu qui nous relie au début de ce voyage qui date de 1923. Alors, merci de m'avoir invité à vous faire part de ces premières réflexions. Merci. Merci, chef Little Child. Ça a été un honneur et un plaisir depuis 25 ans de vous côtoyer sur la scène internationale. Vous nous avez tellement appris. Maintenant, je vais demander à l'honorable Murray Sinclair de nous donner ses premières réflexions sur le lien entre la Commission et la déclaration. Thank you. Merci. I'm just trying to organize my thinking. J'essaye d'organiser mes idées alors que nous commençons ce dialogue. Tout d'abord, comme je le fais d'habitude, j'aimerais reconnaître les survivants qui sont venus nous voir devant la Commission, qui nous ont fait part de leur histoire, qui nous ont tellement apporté et qui ont contribué à un rapport qui aura beaucoup d'influence, qui va changer la façon dont le Canada se voit. J'aimerais en particulier reconnaître les gens qui ne sont plus parmi nous, les membres du comité des survivants qui nous ont quittés. Et bien entendu, certains membres de notre personnel qui nous ont quittés également pour passer au monde des esprits. Et aussi remercier tous les amis, tous les partisans qui nous ont encouragés et qui ont fait tout ce qu'ils pouvaient
pour nous permettre de poursuivre ce travail. On vient de perdre quelqu'un de très important, Alistair Bridger, la semaine dernière, et je tiens aussi à lui rendre hommage. Je ne veux pas passer trop de temps à résumer le contenu de la Déclaration des Nations Unies. La plupart des participants sont familiers avec cette déclaration. J'aimerais parler peut-être un peu du contenu du projet de loi C-15, qui est un peu différent du projet de loi C-262, et ça, j'aimerais en dire un mot. Mais je tiens à signaler que pendant le cours de nos travaux et par la suite, lors de l'un des exposés que j'ai eu à faire, j'ai souvent entendu des commentaires, de moins en moins souvent, mais des gens qui me disaient, eh bien, vous savez, la réconciliation, c'est pour les Indiens. Ce sont eux qui doivent accepter leur passé. Et ça, c'est une position assez répandue, comme quoi la réconciliation, c'est l'affaire des Indiens, des survivants, des pensionnats qui doivent intégrer leur expérience. Et cela illustre l'ignorance par rapport à ce que l'on trouve dans notre rapport, parce que les pensionnats, ça a été notre principal sujet lors des audiences de la Commission et dans notre rapport. Mais dans le rapport, nous avons aussi parlé de la longue histoire d'oppression sociale, juridique, qui a été imposée aux peuples autochtones depuis la Confédération et même du racisme dont les Autochtones ont souffert. J'ai écrit un document où j'ai mis en relief plusieurs points de la législation parce que le Sénat, de son côté, n'était pas aussi innocent sur la question ou ignare sur la question des peuples, de l'oppression des peuples autochtones, parce que toutes les lois qui ont été passées au Canada jusqu'au premier acte sur les Indiens ont tout été des éléments de la législation qui ont interféré avec le gouvernement autochtone, d'abord en commençant par enlevant les enfants de leur famille, en les plaçant dans des pensionnats, en dépensant aussi, investissant beaucoup d'argent pour ces écoles qui écrasaient les droits des peuples autochtones. Et en 1885, les Autochtones avaient le droit de vote. On le sait. Souvent, on ne le sait pas. Et à partir du moment qu'ils avaient une propriété à l'extérieur des réserves, mais ça, ce droit a été retiré en 82 et c'est ce qui a imposé la création de conseils de bande au peuple autochtone et l'interférence au niveau des échanges commerciaux, alors qu'avant, il y avait des liens très prospères entre les communautés, ont été, sur le plan commercial, ont été retirés, ont été bafoués. Et on a également donné l'ordre de pouvoir détenir les Autochtones par les forces policières, l'armée. Et donc, il y a toute une série de lois qui ont été approuvées par le gouvernement pour opprimer les Autochtones. Ils ne pouvaient pas de leur côté se défendre, ils ne pouvaient pas aller chercher l'avis d'avocats ou les conseils d'avocats. Et ne pouvaient même pas se présenter en cours pour se défendre. Ils n'avaient pas d'avocat pour les représenter, pour les défendre, à moins que le ministre des Affaires indiennes ne leur en attribue.
et les conséquences indigenous communities, pour ces communautés autochtones, tout ce qu'elles ont vécu et l'écrasement de leur autodétermination qui était totalement miné. Le droit à déterminer leur propre avenir était entièrement contrôlé par le gouvernement. Ils ne pouvaient même pas élever leurs propres enfants qui étaient enlevés pour être envoyés dans les pensionnats, mais aussi au début des années 50, le gouvernement demandait à tous les parents autochtones de transférer le droit de garde des enfants au gouvernement. Et ce qui a amené au retrait de beaucoup d'enfants des familles. Et les taux d'incarcération aussi ont beaucoup augmenté. Et la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones a été le fruit d'un effort de la part de la communauté internationale pour demander aux nations de défaire tout ce qu'elles avaient fait, de défaire toutes ces législations qui avaient été mises en place pour que toute cette histoire puisse arriver. Et en poussant la reconnaissance du fait qu'il y avait des gros défauts dans les législations, à la base de ces législations-là, et que cette approche était totalement erronée. Disant souvent aux gens qui étaient opposés à la législation sur le contrôle des armes à feu, en rappelant que les premiers auxquels on interdit de porter des armes, c'était les Autochtones. Et c'était vrai bien avant que ce soit inscrit au code pénal. Et donc maintenant, on est dans une situation où 7-8 générations d'enfants ont vécu les pensionnats et ils ont grandi dans un environnement où les parents ne pouvaient pas parler leur langue, où les écoles dans les communautés avaient l'interdiction de les éduquer. Et donc, c'est ainsi que se perdaient aussi toutes les valeurs liées à la culture aussi. Et les Nations unies ont dit aux nations membres qu'il fallait commencer à défaire cette situation et que chaque nation fasse son possible pour aider ces peuples autochtones qui avaient été profondément affectés par ces législations afin qu'ils puissent retrouver leur culture, redonner une vie et redécouvrir leur culture et leur statut en reconnaissant que c'est à cause de ce que vous avez fait, vous en tant que nation et gouvernement, que vous avez créé cette situation et pas juste au Canada ou aux États-Unis, mais ailleurs aussi dans le monde, là où des communautés autochtones ont été écrasées. Et donc, ça devenait vraiment urgent, nécessaire. Et le manque de volonté de la part du Canada d'endosser la déclaration n'était pas un cas isolé. Les États-Unis et l'Australie également, 3 parmi les pays qui ont joué un rôle le plus important dans ce contexte, la façon dont ils sont comportés vis-à-vis des peuples autochtones et qui ont bénéficié de l'exploitation des peuples autochtones sur leurs terres grâce à leur législation, eh bien, les Nations unies disaient, eh bien, maintenant, le temps est venu de renverser cette situation et de résoudre cela. Ce qu'on a fait dans notre rapport, c'est qu'on l'a reconnu. On a dit que c'est un élément très important de la réconciliation parce que la réconciliation ne s'adresse pas juste aux peuples autochtones, mais s'adresse également au Canada, à la société canadienne qui doit elle aussi reconnaître qu'elle a contribué à cette situation. Et pas juste à cause des pensionnats où on a enfermé les enfants autochtones, mais également dans la façon où on a traité de façon générale les Autochtones. Et donc maintenant, le temps est venu de corriger cette situation. Et donc quand Roméo Saganash
a présenté pour la première fois le projet de loi C-262. Ça a été un gros virage. Mais ça a été présenté comme un projet de loi d'un membre privé à l'époque. Et suite à cela, il n'y a pas d'actions qui ont été prises pour donner suite et changer la législation, ni même reconnaître ce projet de loi. Et actuellement, les lois que l'on a interfèrent aussi avec certaines des intentions du projet de loi 262. Et donc, c'est ce projet de loi qui s'est rendu jusqu'à la Chambre des communes avec Roméo Saganash et le projet a ensuite été passé au Sénat. Et j'étais présent et toutes les étapes ont été contestées par les intérêts corporatifs qui avaient l'appui du Parti conservateur au Canada, au Sénat. Et ils ont fait de leur côté tout ce qu'ils pouvaient pour bloquer ce projet de loi avec succès, parce que tout ce qu'ils avaient à faire, c'était de retarder. Mais étant donné qu'ils étaient à l'opposition au Sénat, ils bénéficiaient de certaines règles dont ils pouvaient se prévaloir en tant qu'opposition pour restreindre la considération qui était donnée à ce projet de loi. Et c'est la raison pour laquelle le projet de loi ne s'est jamais rendu jusqu'au Sénat, parce qu'il a été remis constamment. Et le gouvernement, de son côté, n'est pas intervenu pour l'appuyer au Sénat, malgré le fait que nous l'ayons demandé à plusieurs reprises. On est demandé que l'on honore les engagements vis-à-vis des peuples autochtones. Malgré tout cela, il n'a pas pu être approuvé. Mais maintenant, c'est une loi du gouvernement et donc l'opposition ne peut pas utiliser simplement ses privilèges ou les règles existantes pour le bloquer. Donc, ils font appel au comité lui-même pour qu'il puisse passer des semaines et des semaines à écouter des témoignages, des témoins. Et normalement, on écoute pendant quelques jours les témoignages, alors que ce comité a écouté plus de 45 personnes. Et cela est malgré tout toléré par le gouvernement, alors qu'il devrait exercer son autorité législative pour s'assurer qu'il y ait des audiences justes et que cela puisse suivre son cours jusqu'au bout. Avant de quitter le Sénat, mon avertissement au gouvernement, c'était que si vous permettez que ce soit un échec avec ce projet de loi, comme c'était la dernière fois, vous allez devoir affronter la colère, pas juste des populations autochtones du Canada, mais les réactions de tout le Canada qui est en appui à ce projet de loi. Et donc, j'ai également dit que le gouvernement doit faire tout son possible pour que ce projet de loi reçoive l'attention qu'il mérite, et pas simplement de la part de l'opinion publique, mais également de la part des autorités qui peuvent l'approuver. Et l'opposition est en train de s'organiser, surtout au sein des communautés autochtones. Même si le projet de loi C-262 a eu l'appui de tous les chefs, de toutes les communautés autochtones, maintenant certains s'élèvent contre ce projet de loi et sans doute aussi avec l'appui de l'industrie pétrolière et d'autres intérêts commerciaux, en disant qu'ils n'ont pas eu leur mot à dire ou le leadership sur le parcours de ce projet de loi.
parce que les consultations se sont tenues pendant les débats sur le projet de loi C-262 de toute façon. Donc, pour le projet de loi C-15, en fait, il demande au gouvernement d'analyser cette législation, sa propre législation, et voir quelles sont les lois qui doivent être amendées, modifiées pour être en cohérence avec le projet de loi C-15. C'est très simple ce qui est demandé. Ce n'est pas un projet de loi qui est complexe. Il reconnaît simplement l'autorité de ce que la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones dit. Et donc, nous allons procéder à cette analyse. Bien, franchement, cette analyse aurait pu être faite plus rapidement. Et de notre côté, notre bureau même a fait une étude de la législation pendant le débat sur le projet de loi C-262. Et il y a plusieurs articles, plusieurs lois qui devraient être amendées. Mais le projet de loi prévoyait au départ 3 ans. Et en fait, on a demandé par la suite une période de 2 ans. Mais le projet de loi en soi est un risque parce que l'opposition pourrait le contester. Et une des raisons pour lesquelles le projet de loi s'est rendu aussi loin et qu'il a pratiquement été approuvé, c'est grâce au travail que vous avez fait. Et je sais, et à l'époque, je l'ai défendu, je sais qu'il y avait des influences majeures de la part des communautés religieuses et des congrégations, des églises qui envoyaient des communications et qui insistaient sur le fait que le projet de loi 262 devait être approuvé. Donc, voilà, je ne voulais pas non plus prendre trop de temps, mais c'est simplement pour dire que c'est un projet de loi qui est fondamental, pas juste pour son contenu, mais également très important en tant que réflexion de ce que le Canada doit poser comme geste pour être cohérent. Également en vue de la réconciliation avec les peuples autochtones et l'avenir de ce parcours et ultimement l'avenir du Canada. Alors, je vous remercie. Merci de votre attention. Jennifer, you want to take it on now? Yeah, thank you so much. Thank you. Je vous redonne le micro, Jennifer. Merci pour ces mots. On suivait de très, très près le travail. À l'époque, je travaillais avec Roméo Saganash. On rencontrait les sénateurs régulièrement et c'était des périodes très, très difficiles lorsque, grâce à une poignée de sénateurs, ça n'a pas pu passer, le projet de loi n'a pas pu passer. Maintenant, j'aimerais inviter Dr. Mary Wilson. Merci beaucoup, Jennifer. Je voulais commencer par dire dans mes propres mots, remerciements pour le don de la vie et pour le don de cette journée et cette grâce qui nous a amenés en vie jusqu'à cette journée. Et merci à Judy, à Shannon pour vos mots d'ouverture et merci tout spécialement à vous, Jennifer, pour avoir organisé cette rencontre. Et merci aussi de m'avoir permis de revoir de rencontrer à nouveau les autres membres des commissions, parce que depuis, nous avons tous été très occupés, chacun de notre côté. Alors, c'est vraiment un cadeau de pouvoir partager cet espace avec les autres commissaires ici pendant cette rencontre. Alors, ils ont déjà couvert beaucoup du sujet, l'un et l'autre. Alors, je ne veux pas répéter les points principaux, consciente du temps aussi, mais je voulais juste souligner peut-être 1 ou 2 points.
saillants. Aussi, pour aller au cœur de la question, qui est la commission Vérité et Réconciliation et le projet de loi C15. Donc, le lien entre les deux, dans le fond, je voudrais peut-être développer un peu les liens entre les deux. Et pour ça, je ne veux pas assumer que les participants à cette rencontre se souviennent de tous les jalons de notre parcours en tant que commission. Et j'aime bien revenir sur les points essentiels qui sont les repères. Et donc, cette commission est née parce que c'était nécessaire. C'était les survivants qui l'ont voulu. Ce ne sont pas les politiciens qui voulaient qu'elle soit mise sur pied. Cette commission Vérité et Réconciliation, ce sont les survivants qui se sont adressés à la Cour et qui se sont adressés au gouvernement et aux communautés religieuses qui avaient géré ces pensionnats et qui ont dévoilé ce qui s'était passé à l'époque. Maintenant, on sait que tout ça fait partie de l'information générale, mais c'est quand même extraordinaire que cette commission ait pu être supervisée par la Cour, et elle est née non pas grâce au gouvernement, mais malgré le gouvernement, et non pas grâce aux églises, mais malgré les églises. Et ça met en contexte la relation entre la commission, les travaux de la commission et le projet de loi C15. Et donc, c'est aussi la question du rapport entre ces deux instruments, la Déclaration des Nations Unies, le projet de loi C15 et les communautés. Lorsque je me suis penchée sur la question et comment l'aborder en si peu de temps, je me suis dit, si on se penche sur la Déclaration des Nations Unies et sur son contenu, et en partie ce qui est contenu dans le préambule et dans la partie finale, ça parle des normes minimales. Donc, on parle des normes minimales. On ne demande pas toute une série de nouvelles choses ou de nouvelles ententes qui seront mieux pour les peuples autochtones et qui seront historiques. Non, on ne parle pas de tout ça, on parle des normes minimales. Et ça n'enlève rien à personne, ou ça ne... C'est simple, tout ce que ça demande, c'est que les droits des peuples autochtones soient reconnus à part entière. Des droits qui sont déjà reconnus pour le reste de la population dans le monde. Donc, ce n'est rien d'exceptionnel. C'est simplement une reconnaissance de ce qui n'a pas été, en fait, mis en place, qui n'a pas été respecté. Et maintenant, sénateur Sinclair l'a bien dit lorsqu'il parlait de ces choses qui sont encore dans les livres et qui doivent être corrigées. On sait que c'est une conversation, un échange sur le plan international, et on sait que souvent les gens suivent ce qui se passe chez nous par rapport à ce qui se passe ailleurs, notamment aux États-Unis, en Australie. Donc, si on pense à la Déclaration des Nations Unies comme l'articulation de comment ou l'expression de comment les choses devraient se passer ou être à partir de maintenant, c'est vraiment un point de départ minimal. Alors, le travail de la Commission, c'est une articulation de ce qui peut se passer lorsque l'on ignore ces droits de base, lorsque l'on ignore ces éléments qui sont présentés dans la Déclaration des Nations Unies. Donc, l'histoire, le parcours de la Commission, si on pense aux articles de la Déclaration des Nations Unies qui parlent du fait que les enfants puissent avoir le droit d'être élevés dans leur propre culture, dans leur propre langue, et qui n'aient pas à être déplacés d'une communauté à une autre, qu'ils puissent avoir accès à leur propre terre, le droit des peuples à pouvoir exprimer leur spiritualité et la pratiquer dans leur propre façon, et le droit d'avoir un respect de la sacralité par rapport aux membres décédés et de pouvoir voir leurs droits sacrés respectés
et donc leur façon de consacrer leurs aînés ou de commémorer les êtres qu'ils ont perdus. Donc, tout cela, tous ces éléments étaient complètement écrasés dans le cadre des pensionnats, avec les enfants qui voyaient tout leur sens d'appartenance brisé. Ils n'avaient plus d'origine, ils ne reconnaissaient plus quelles étaient leurs origines. Et le chef parlait des 7000 personnes qui ont parlé, qui ont témoigné. Et ce qui était parmi les plus récurrents, l'élément le plus récurrent, c'était le fait de cette perte de lien et donc de ne plus avoir d'identité, de ne plus se sentir chez soi, dans la communauté ni ailleurs, parce que tous les liens avaient été brisés, d'être incapable de définir le sentiment d'appartenance et de se sentir étranger partout. Et donc, on a des études de cas, si on veut le présenter de cette façon, dans le cadre de la commission, sur jusqu'à quel point ces effets sont dévastateurs sur des vies entières lorsque l'on brise ces principes. Et donc, encore une fois, on parle de normes minimales que l'on devrait respecter, celles qui sont énumérées dans la Déclaration des Nations Unies. Et je veux reconnaître les dizaines d'années de travail qui ont été dévouées sur ces thématiques de la part de Jennifer, et le fait aussi qu'il s'agisse d'une coalition écuménique, parce qu'à l'époque des pensionnats, on a entendu des histoires d'enfants qui faisaient partie des mêmes communautés, mais qui avaient des traditions de foi différentes et qui finalement revenaient et se trouvaient en guerre les uns contre les autres. Et c'est ce qui a commencé à créer des divisions au niveau des croyances. Et donc, c'est ce qui a été utilisé, exploité pour terroriser les enfants, pour les considérer exclus de certaines communautés. Et souvent, ces genres de témoignages, on les a entendus à plusieurs reprises, comment les enfants finissaient par renier leur propre famille ou être embarrassés de revenir dans leur famille à cause des pratiques spirituelles qui étaient différentes de celles qu'on leur avait enseignées dans les pensionnats. Et il y a des exemples vraiment très éloquents qui me reviennent souvent à l'esprit parce que je sais que ce sont des choses qui restent profondément ancrées. Et Murray parlait des survivants qu'il a reconnus et je veux reconnaître moi aussi tous ces survivants intergénérationnels aussi, parce que c'est une problématique qui ne date pas simplement d'une ou deux générations, mais qui remonte plus loin. Et les effets sont très longs, les conséquences. Maintenant, je ne veux pas présumer être une experte sur le projet de loi et je n'ai pas l'expertise juridique de mes collègues non plus, mais je comprends tout à fait la portée, le but de ce projet de loi et je sais que ça ne s'adresse pas juste au gouvernement. Je sais que, comme toute législation, mais parfois on l'oublie, c'est des normes pour nous tous en société pour pouvoir vivre dans des relations équilibrées. Donc, quand on parle de réconciliation, et la Déclaration des Nations Unies l'a bien dit dans ses principes, en tant que communauté, écuménique, confessionnelle, vous accueillez ces principes et les articles de la Déclaration des Nations Unies. Ça parle d'un cadre de réconciliation où les systèmes politiques et juridiques, les systèmes de l'éducation ainsi que les institutions religieuses qui sont nommées, le secteur corporatif et la société civile qui sont nommés
également énumérés parce que nous faisons tous partie de la société civile, puissent fonctionner de façon cohérente par rapport à la Déclaration des Nations unies. Donc, ça, c'est très important. C'est un élément très important pour faire du lobbying sur nos politiciens, mais ça a trait également à la façon dont on fonctionne dans nos communautés de foi, que ce soit des institutions religieuses ou autres. Et un des points qui est bien articulé dans la Déclaration des Nations unies et qui revient à plusieurs reprises, c'est justement ce point, parce que on a beaucoup entendu parler d'abus physiques dans les pensionnats, d'abus sexuels, d'abus émotionnels, mais également d'abus spirituels, sur le plan spirituel. L'article 12 dit « Les peuples autochtones ont le droit de manifester, d'exprimer, de pratiquer, de développer et enseigner leurs traditions religieuses et spirituelles, ainsi que de pratiquer leurs cérémonies. Le droit de protéger, d'avoir accès à leur site de culte ou religieux et le droit d'utiliser des objets cérémoniaux. » Alors, si on pense, par exemple, à la confiscation des objets sacrés et donc le déni des traditions spirituelles autochtones. Et donc, cette approche était vraiment standardisée, elle était normale dans le contexte des pensionnats. Alors, il faut penser à tout ça aussi. Il ne s'agit pas simplement des politiciens, des lois qu'ils approuvent, mais c'est également le courage moral et la responsabilité sacrée qui nous incombent. On fait toujours référence au travail de la Commission comme un travail qui lui a été confié, qui était sacré aussi. Et donc, l'importance de retrouver les pratiques, les façons traditionnelles d'être en lien avec la foi ou avec la spiritualité. Alors, je vais arrêter pour le moment et on pourra certainement développer ça davantage avec les questions. Alors, merci beaucoup. Et je voulais simplement vous dire à vous, participants, que vous pensez peut-être que tout le monde est dans son salon et que tout le monde est tranquille, alors que nous, on gère un show technique. On a eu quelques petits problèmes techniques. On essaye de ne pas vous perdre et de ne pas perdre surtout nos conférenciers. Alors, nous voulons plonger un peu plus profondément dans le sujet. Merci beaucoup pour toutes ces réflexions. C'est toujours bien d'en savoir un peu plus au sujet des procédures parlementaires qui sont si obscures pour beaucoup d'entre nous. Et comme nous avons décidé qu'il n'était pas possible de recevoir des questions dans la boîte de clavardage avec tant de participants, nos collègues de la coalition nous ont envoyé d'avance des questions et je suis très heureuse aussi de noter que vous avez déjà répondu à plusieurs de questions dans vos réflexions préliminaires, mais j'aimerais vous faire part de certaines des questions que m'ont remis mes collègues. Et je crois qu'ici, ce sont des questions qui se complètent les unes les autres. Je vais peut-être en poser plusieurs avant de vous laisser réagir. Alors d'abord, Joe Gunn, qui est le directeur général du Centre Oblat pour la justice. Joe demande qu'est-ce qui va arriver si on perd le projet de loi C-15, si le projet de loi n'est pas adopté? À quel point sera-t-il difficile de progresser dans la réconciliation dans une telle perspective? Ensuite, mon collègue Steve Hendricks de l'Église ménonite du Canada demande aussi, bon, nous savons ce qui est arrivé au projet de loi 262 et c'est vraiment un peu épeurant de se retrouver à la même place du calendrier, alors qu'on se rapproche du mois de juin et d'une éventuelle élection à l'automne. C'est une
ressemblance inquiétante. Et donc, ce que demande Steve, que doit-il se passer maintenant au Sénat pour être sûr de ne pas répéter cette erreur et comment les Canadiens peuvent-ils garantir que cela ne se reproduise pas? Et troisième question, dans le même ordre d'idée de ma collègue Catherine Christ de l'Église presbytérienne du Canada, elle dit certains colons sont un peu paralysés par rapport à ce qu'ils doivent faire. Ils ne savent pas sur quel pied danser. Quels conseils pouvez-vous nous donner par rapport à ce que nous pouvons faire au sujet du projet de loi C-15? Alors, je vous lance tout cela en vrac et nous serions très heureux de savoir ce que chacun et chacune d'entre vous en pense. On pourrait suivre le même ordre, peut-être. Le chef Little Child, votre micro est éteint, donc je vous invite à allumer votre micro. Alors, je vous invite à commencer ou à céder la parole à un collègue de votre choix. D'accord, je vais commencer par l'une des questions que j'ai entendues. On demande ce qui doit se passer. Il est évident que ce qui doit se passer, en tout cas à mes yeux, c'est que les sénateurs entendent les deux volets de la question, qui voient les deux côtés de la médaille. L'un des obstacles, et d'ailleurs à mes yeux c'est un obstacle illusoire, c'est le consentement éclairé préalable. Pour avoir un consentement éclairé, il faut entendre les deux côtés de la question. Je suis sûr que les sénateurs auront l'occasion de l'entendre et ensuite de prendre une décision, espérons que la décision soit la bonne. Et la bonne décision, à mes yeux, c'est qu'il s'agit de notre survie, de notre dignité et de notre bien-être. Le moment est mal choisi de choisir avec notre avenir, de tomber dans la partisanerie. C'est le moment de faire progresser la réconciliation et de renvoyer le projet de loi pour son adoption finale à la Chambre des communes afin que l'on puisse vraiment commencer notre travail, parce que ce n'est pas la fin du chemin. Une fois que le projet de loi sera adopté, ce ne sera que le début de notre travail. Et je parle ici du travail de réconciliation. Alors, ça serait ma première réaction. Et ensuite, personnellement, ça m'est égal. Ils peuvent bloquer ça, ils peuvent le rejeter, le refuser de nous reconnaître comme êtres humains. Tant pis pour eux. Nous, en tout cas dans ma collectivité, nous allons continuer d'utiliser la Déclaration des Nations unies. Nous l'utilisons depuis 2007 quand elle a été adoptée. Nous allons continuer de le faire dans notre vie quotidienne. Mais j'espère que le Sénat comprendra qu'il est important que cette déclaration soit reconnue. Moi, quand j'ai demandé à mes anciens, qu'est-ce que vous voulez? Ils m'ont dit 3 mots, reconnaissance, respect, justice. Et c'est ce que je demande aux sénateurs de faire. Thank you. Thank you. Merci. Former senator, what's Alors, your Monsieur l'ex-sénateur, comment réagissez-vous à cette question? Qu'est-ce que le Sénat doit faire? Mais j'ai manqué votre première question, excusez-moi. Je suis arrivé un peu en retard, mais je crois que c'est ça la question la plus importante. Qu'est-ce qui doit se passer? Qu'est-ce que les membres des communautés croyantes peuvent faire pour contribuer à ce succès? Ce qu'il faut qu'il se passe, c'est que pour que le projet de loi soit promulgué, il suffit que le gouvernement fasse une analyse de la législation. Donc, c'est un projet de loi d'une portée très limitée. Ça ne va pas faire de la Déclaration des Nations unies une loi du Canada. Non, tout ce que
dit le projet de loi, c'est qu'il faut analyser les lois pour être sûr qu'elles soient conformes avec la déclaration. Et dans le cas contraire, de voir comment on pourrait changer pour qu'elle s'y conforme. Donc, rien de bien compliqué. The question of how can Bon, maintenant, à savoir comment les membres des communautés croyantes peuvent contribuer à l'adoption du projet de loi. Il s'agit de communiquer directement avec les sénateurs, comme vous l'avez fait la dernière fois, un par un. Leur parler directement, leur écrire, leur envoyer des courriels, les appeler au téléphone, leur dire qu'ils doivent adopter le projet de loi pour la simple raison que cela révélerait que le Canada prend au sérieux la Déclaration des Nations unies et que notre pays va honorer les exigences qu'on trouve dans son projet de loi, va s'engager à faire une analyse et à en rendre compte aux deux chambres. C'est important parce que sans ce projet de loi, il a fallu 6 ans, presque 7 ans pour en arriver à ce point, pour adopter une loi engageant notre pays à faire une analyse. L'analyse aurait dû être faite il y a bien longtemps. Et s'il y avait eu des lois à cet effet, ils auraient été obligés de le faire. Ce projet de loi les obligera à faire cette analyse. Je crois que c'est une étape importante. Donc, voilà ma recommandation. Convainquez les sénateurs de reconnaître que le projet de loi a des conséquences limitées du point de vue juridique, mais c'est une étape importante pour amener le gouvernement à faire cette analyse et à rendre compte aux deux chambres et à la population, que les gens sachent quelle loi on doit changer. Donc, voilà mon conseil. Faites la même chose que la dernière fois parce que ça a été très efficace. La seule raison pour laquelle ça n'a pas marché, c'est parce que l'opposition conservatrice avait des règles qui jouaient en leur faveur, ce qui n'est pas le cas cette fois-ci. Mais il faut aussi correspondre avec les sénateurs qui représentent le gouvernement pour leur dire qu'ils doivent veiller à utiliser leur pouvoir législatif pour faire adopter un projet de loi déposé par le gouvernement. C'est ça la grande différence. Okay, thank you. And Marie? Merci. Marie, c'est à vous. Mes collègues ont bien répondu. J'aimerais nous rappeler à tous. Je me rappelle qu'il y a une époque, et même plusieurs moments au cours des travaux de la commission où on travaille pendant si fort et pendant si longtemps. Et c'est très dur émotionnellement. Et je me rappelle qu'il y a eu des moments, parfois seuls, parfois ensemble, et on se demandait pourquoi et si on faisait tout ça pour rien. Et moi, j'en suis arrivé au point où je me disais, quoi qu'il arrive, les gens qui ont participé à ce travail ont été transformés par l'expérience et cela ne disparaîtra jamais. Je suis d'accord avec le chef Little Child parce que comme le disaient mes enfants, vous n'êtes pas mon patron. Le gouvernement n'est pas notre patron, c'est notre serviteur et nous devons jouer notre rôle et exiger qu'ils nous entendent et nous ne devons pas permettre les actions du gouvernement de nous empêcher d'utiliser les outils qui sont à notre disposition et qui nous permettent de définir notre cause. Donc, je dirais, oui, il faut que ce soit présenté comme une question non partisane. Il vaut probablement la peine de rappeler aux gens des excuses qui ont été prononcées il y a si longtemps. Il y a beaucoup de députés probablement qui n'étaient pas là quand ces excuses ont été faites. Il faut leur rappeler que ce n'était pas une excuse d'un gouvernement. Il y a eu plusieurs excuses qui ont été formulées par tous les partis politiques qui ont pris des engagements
face au travail de réconciliation et de façon très éloquente souvent. Il faut le leur rappeler. Il n'y a aucun chef de parti national à Ottawa aujourd'hui qui était chef du parti au moment où des excuses ont été présentées. Il faut le leur rappeler et il faut continuer à sensibiliser les jeunes députés à ce sujet. Et en fin de compte, je dirais, les surviveurs ne l'ont pas fait et nous ne pouvons pas le faire non plus. Il ne faut pas s'en lasser. Il faut continuer de travailler, il faut continuer d'avancer. Et comme l'a dit le chancelier Sinclair, ce que vous avez fait la dernière fois, ça a marché. Recommencez, ne vous fatiguez pas et élargissez le cercle. J'aimerais faire une dernière petite intervention. C'est important de se rappeler que quand on rédigeait le rapport de la commission, on a eu plusieurs rencontres pour vérifier le contenu, réviser et tout ça, donner des instructions, demander des analyses supplémentaires. Je me rappelle que j'étais à une rencontre, j'espère que mes collègues s'en souviendront, mais l'une des questions qu'on nous a posées, on nous a demandé à qui s'adresse ce rapport. Et ma réponse à l'époque, et elle a convaincu tout le monde, ma réponse était que le but de ce rapport, c'était de donner des armes aux gens raisonnables pour que quand ils entament des discussions avec d'autres membres de la société qui s'opposent à ce qu'on trouve dans le rapport, aux recommandations qu'on y fait, qu'ils auront à leur disposition toute l'information et toute l'argumentation nécessaire. Dans tous les arguments qu'on peut toutes les objections qu'on peut faire à la Déclaration des Nations unies se trouvent dans notre rapport. Merci. Vos commentaires m'amènent à une dernière série de brèves questions. Je promets de ne pas vous garder toute la nuit, mais j'ai quelques questions qui ressortent de vos commentaires et qui concernent le travail en général de la Commission ainsi que votre travail aujourd'hui. J'apprécie beaucoup ce que vous avez dit, Marie, qu'il n'y aurait pas eu de commission écuménique à un moment donné dans le temps. Et je peux vous dire que c'est aussi votre travail qui a permis cela. C'est le travail de la commission qui a permis la naissance de cette commission, de cette coalition œcuménique. Et je voulais vous rappeler que dans les 94 appels à l'action, il y en a un qui a une échéance, qui était, en fait, c'était l'appel aux communautés confessionnelles, et c'est-à-dire que l'on nous demandait d'endosser cette déclaration et en tant qu'organisation confessionnelle. Et il y avait des communautés qui étaient déjà engagées par rapport à la déclaration, mais il y en a d'autres qui ne l'étaient pas. Et c'est votre travail qui les a rassemblés. Donc, en réalité, vous nous avez appelés à faire ce travail et nous, on le fait en tant que coalition écuménique comme résultat de ces appels à agir, à l'action. Et une des choses que je voulais vous demander, vous voulez savoir vos commentaires, c'est par rapport à cet appel, appeler les communautés religieuses, confessionnelles à intervenir. Et puis aussi, autre chose qui rejoint le rôle des organisations confessionnelles dans le respect de la Déclaration des Nations unies, quel est le rôle des églises pour s'assurer que les droits des Autochtones à la spiritualité soient respectés conformément à l'article 12 de la Déclaration des Nations unies, en particulier lorsque l'on parle de guérison. Donc, en sachant
que l'on va bientôt arriver à la fin de notre rencontre ce soir. Je vous invite à répondre peut-être à ces questions. Et puis, si vous avez une dernière réflexion que vous voudriez partager, c'est sans doute le bon moment de le faire dans une dernière ronde d'intervention. Alors, chef Little Chine, je vous passe la parole en premier. Well, I'll start with your calls to the faith groups. Alors, cet appel aux organismes confessionnels avec une échéance, effectivement, mais cela ne s'est pas entièrement fait encore. On travaille encore là-dessus, sur ce point. C'est le point qui concerne en fait le pape, de l'inviter au Canada pour qu'il s'excuse face aux survivants. Parce qu'à plusieurs reprises, avec des larmes et avec de la colère, nous avons entendu très souvent répéter tout ce que je veux entendre de la part des victimes. Tout ce que je veux entendre, c'est les excuses. Je m'excuse. Donc, on travaille encore sur ce point-là pour que ça puisse se vérifier, se faire. Mais pour revenir à la première question, la question sur le lien entre notre travail, la commission Vérité et Réconciliation, les appels à l'action et la Déclaration des Nations Unies sur la réconciliation. Alors, il y a 16 références à la réconciliation dans la Déclaration des Nations Unies. Et dans le projet de loi C-15, il y a 9 références à la réconciliation. Alors, c'est pour ça que je dis c'est le fil conducteur qui nous appelle à nous rassembler, à travailler ensemble. Après cette expérience qu'on a vécue avec la Commission de la vérité et de la réconciliation, les liens avec la Déclaration des Nations Unies et le projet de loi C-15, c'est un appel à nous tous, comme quoi il faut s'unir pour qu'il puisse y avoir une authentique réconciliation. Thank you. Merci. J'aimerais répondre à la deuxième de ces questions parce que je pense que c'est une question importante. Le rôle des communautés, des organismes confessionnels pour aider les communautés autochtones à retrouver leurs pratiques spirituelles, leurs traditions. Alors, j'ai participé à beaucoup de cérémonies traditionnelles avec des aînés, suivies de réflexions sur les cultures. Et je dis souvent qu'une des responsabilités très importantes des sphères d'apprentissage pour les jeunes autochtones est liée aux origines, à comprendre d'où l'on vient. Et ça, on peut l'apprendre grâce aux enseignements des aînés pour se sentir vraiment à sa place dans la communauté. Et je me souviens, pendant une session, j'écoutais et j'étais vraiment dépassée par cet enseignement très, très simple ou un aîné, parce qu'on avait posé la question à l'aîné, on lui avait demandé pourquoi est-ce qu'ils nous détestent autant? Pourquoi est-ce que les chrétiens nous détestaient autant? Et lui a répondu, il a dit non, ils ne nous détestaient pas. En fait, non. Parce que, disait-il, si Jésus rentrait dans cette loge maintenant, il s'assierait avec nous autour du feu. Il s'unirait à nous parce qu'il sait que l'on croit dans le Créateur. Il sait qu'on est des croyants. Alors, il s'assierait avec nous et il nous honorerait. Il nous respecterait, il nous montrerait tout son respect. Alors, ça m'a vraiment frappé. Et ça remonte à il y a plusieurs années. Ça m'a frappé, cette réponse de l'aîné. Et c'était une interprétation très forte et profonde des choses. Alors, pour répondre à la question que vous posiez, quel est le rôle des communautés confessionnelles pour aider les communautés religieuses à récupérer leur foi, leur croyance? C'est d'abord le respect. C'est un élément clé, le respect, pour commencer. Donc,
Les gens ont besoin de comprendre de quoi il s'agit quand on parle de respect. Ce n'est pas la tolérance. Ce n'est pas simplement de dire allez-y, faites ce que vous voulez, on ne vous embêtera plus. C'est le respect, c'est la compréhension et l'acceptation et aussi l'accueil des personnes qui adhèrent à une croyance. Et donc, comprendre profondément ce que veut dire le respect et vivre une vie ou agir en conséquence, et donc vivre une vie de respect envers l'autre et ses croyances. Je pense que c'est ça, tout d'abord, qui aiderait les communautés à retrouver leurs croyances, leur propre expression de leur foi Thank you. And Marie. et de leur spiritualité. Merci, Marie. Je vais être peut-être plus précise là-dessus en parlant des appels à l'action de notre commission, parce que quand on a parlé de l'échéance pour les communautés religieuses ou confessionnelles, c'était l'article 48. Et je sais que dans la tradition Quaker et d'autres traditions comme les Ménonites, on a pris au sérieux cet appel. Beaucoup ne pensent pas être appelés à intervenir, ne pensent pas être concernés par cet appel. Mais au fil de notre travail, une des belles choses qui est ressortie, c'est ce nombre croissant, grandissant de non-autochtones, je vais les décrire de cette façon, donc de personnes non autochtones qui sont venus assister par exemple à nos événements nationaux. Et au début, je me disais, bon, il va y avoir beaucoup d'intérêt, un peu comme les journalistes, on va documenter la chose et ça va s'arrêter là. Mais ce qu'on a constaté, et je suis certaine que ça aussi, c'était dû à la force et au courage des survivants et de leur voix. Grâce à eux, il y a eu de plus en plus de personnes qui ont participé, qui sont unies à nous au fil de nos travaux. Et beaucoup de personnes venaient d'organismes confessionnels qui n'étaient même pas des parties en jeu lors des audiences de la commission et qui ont dit, par contre, malgré tout, on a bénéficié des avantages de la colonisation et donc nous aussi, on est appelés à participer à cette initiative de réconciliation collective. Et je fais référence à l'article 48 qui spécifiquement dit « Nous appelons les partis de l'Église et tous les autres groupes confessionnels et interconfessionnels, les groupes de justice sociale qui ne l'ont pas encore fait, à s'unir et reconnaître les principes de la Déclaration des Nations unies comme un cadre pour la réconciliation. Donc, de considérer ces points comme un cadre de réconciliation. Et ensuite, ça continue avec un bon nombre d'autres points. Et ça dit également faire une déclaration donc au plus tard en 2016. Donc, ces groupes confessionnels devaient se déclarer, faire une déclaration publique sur comment ils allaient s'y prendre pour mettre en œuvre ces points de la Déclaration des Nations unies de façon proactive. Et l'autre point, c'est le point 60, article 60, qui répond en fait à votre deuxième question de façon pratique. Pas d'une façon exhaustive, mais au moins ça donne des points de départ. Nous appelons aux leaders de l'Église et des autres organismes confessionnels en collaboration avec les leaders spirituels autochtones, les survivants, les centres de formation religieux donc, c'est un appel de développer des programmes pour sensibiliser le personnel qui travaille dans le domaine religieux à cette situation pour respecter, en vue de respecter l'expression des foi des communautés religieuses, respecter le fait qu'il y ait des séquelles et la responsabilité que les églises ont à médier dans ces conflits qui sont hérités de ces abus
Et on parle des abus physiques, mais aussi des abus spirituels qui font partie de la violence qui a été perpétrée contre les peuples autochtones. Et donc, tous ces éléments-là font appel à une action de la part des organismes confessionnels et des églises. Et j'aimerais clore avec un encouragement que l'on a entendu de beaucoup d'aînés. Et je m'en souviens d'un en particulier lors de la clôture d'un événement national, et je l'ai souvent cité. Ce qu'il avait dit à l'époque, c'était lors d'une cérémonie où tout le monde avait été invité, on fumait la pipe, on se passait la pipe, et il disait « On a la chance que le Créateur parle beaucoup de langues et on est chanceux de savoir qu'il n'y a pas une seule langue pour prier. » Et ça clôt donc ce rassemblement écuménique et une série d'efforts pour aller de l'avant dans cette confiance, une confiance sacrée. Et c'est pour cette raison que je vous suis reconnaissante de nous avoir invités à participer à ces échanges. Merci. Merci beaucoup. Alors, étant donné qu'on arrive à la fin de cette soirée ensemble, étant donné qu'on en a parlé aussi, j'espère qu'on n'a pas anticipé notre agenda, mais je vais demander à Steve Heinrich de l'Église ménonite du Canada qui va nous parler des prochaines étapes de cet appel à l'action. Merci, bonsoir, chers amis. Alors, nous avons eu la chance d'assister et de participer à ces discussions très importantes. Nous avons entendu que le projet de loi C-15 est une étape que le gouvernement du Canada doit prendre pour aller de l'avant avec la réconciliation. Mais le gouvernement a besoin de notre aide et de notre appui pour que cette législation soit pleinement intégrée et adaptée. Alors ce soir, je vous demande à tous, à toutes, réunis ici, à envoyer une lettre au Sénat pour demander à la Chambre haute pour accélérer le passage, l'approbation de ce projet de loi C-15. Notre coalition a fait une ébauche de lettres que vous pouvez envoyer, que vous pouvez souscrire. Mon collègue Jonathan a envoyé le lien dans le chat et il est à l'écran aussi. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est cliquer directement sur ce lien ou le copier sur dans votre furteur et cliquez sur écrire une lettre au sénateur Dan Christmas. Donc, vous cliquez sur ces mots et vous allez directement être dirigé à la lettre et vous avez des étapes très simples qui vont vous permettre de partager votre voix et votre appel à l'action pour le partager avec le Sénat. Alors, comme on l'a dit, ce soir, il y a 2 ans, le jour de la Journée des Autochtones, on a été témoin de la mort de la législation auprès du Sénat parce qu'il n'y avait pas suffisamment de volonté au Sénat, volonté politique. Donc, vous avez besoin de donner cette volonté politique au Sénat. Alors, prenez 2-3 minutes de votre temps, même maintenant, immédiatement, pour écrire au Sénat et partager cette pétition avec votre famille, vos amis, votre communauté confessionnelle, parce qu'ensemble, on peut honorer cette déclaration, on peut honorer l'esprit et l'intention de la Commission Vérité et Réconciliation pour que l'on puisse finalement décoloniser le Canada. Alors, merci et je vais inviter Peter Notomo, mon ami, donc secrétaire de la coalition, à partager quelques mots avec vous. Merci Steve, merci Jennifer pour avoir animé cette soirée et spécialement merci à nos panélistes, aux commissaires qui seront toujours des commissaires dans nos esprits. Chef Little Child, Walking Wolf, commissaire, docteur Mary Wilson et honorable Mary Sinclair. Merci beaucoup d'être venu nous rendre visite aussi chez nous, dans nos maisons, dans nos foyers.
nous avoir permis de vous écouter, d'avoir partagé ces histoires qui nous font sentir privilégiés d'être en présence de personnes aussi inspirantes. Merci pour vos histoires, pour avoir partagé vos convictions, vos enseignements, votre courage aussi. Ça a été d'une grande inspiration pour beaucoup d'entre nous, pour nous tous. Merci. Et je suis également reconnaissant à la coalition qui a organisé cette rencontre, cet échange, la coalition des différents organismes confessionnels qui œuvrent pour l'appui à la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. Alors, merci de vous être unis pour parler d'une question aussi importante. Je voudrais remercier aussi l'équipe technique qui ont permis que tout ça puisse se réaliser, Jonathan, Carmen et tous les autres qui ont travaillé très fort sur les aspects techniques pour que le Facebook live streaming puisse se faire. Et merci aussi aux interprètes qui ont assuré l'interprétation, la traduction. Et merci à vous tous, participants. Merci d'avoir été présents dans vos foyers. On a pu voir vos noms, vos maisons, là où vous êtes. Et merci d'avoir suivi pour que cet engagement vis-à-vis de la justice puisse vivre en chacun de nous. Et j'espère, on priera ensemble pour pouvoir continuer à se battre pour la réconciliation. Merci beaucoup. Jennifer? Merci, Peter. Merci beaucoup. Oui, et j'aimerais ajouter un mot. On a eu un petit comité directeur qui a permis d'organiser tout cela. Steve Heinrichs, Jonathan Krinskis de l'Église presbytérienne, Joe Gunn du Centre Obla et Curryman des Quakers et moi-même. Merci à mes collègues du comité directeur et merci beaucoup aux 3 conférenciers. Je crois que vous avez tout à fait raison. Quoi qu'il arrive dans les mois qui viennent, ce travail se poursuivra. Et l'issue de la démarche ne diminuera rien. Mais le travail que vous avez mené à la Commission changera pour toujours l'image du Canada et vous jetez les premiers pavés de la nouvelle voie qu'adoptera notre pays. Espérons que nous assisterons au changement souhaité dans les mois qui viennent, mais nous tenons à vous exprimer notre profonde gratitude, notre profond respect pour vous 3 qui nous avez dirigés jusqu'ici. Chancelier Sinclair, je vais terminer en vous citant le 25 juin, vous avez dit aux plus d'1 millier de personnes qui étaient dans la salle de bal à Ottawa, vous avez dit, si vous pensiez que la vérité c'était dur, la réconciliation, ça sera encore plus dur. C'est bien de se rappeler que le travail qui nous attend ne sera pas facile, mais c'est un travail important et qu'il ne faut jamais perdre de vue cette importance. Là-dessus, au nom de tous les membres de la coalition Foi en la déclaration, j'aimerais vous exprimer ma profonde gratitude pour vous remercier d'être venu nous voir ce soir et nous avoir fait part de vos lumières, de nous avoir aidés à continuer à progresser sur cette route longue et difficile. Là-dessus, je crois que c'est tout pour ce soir. Merci, confrères et consoeurs. Ça m'a fait plaisir de vous revoir, chers collègues. J'espère qu'on se reparlera bientôt.